chapitre 2. Je rappelle sur ce slide ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, nous avons vu la notion des registres généraux, de l'UAL, du PSEBB. Nous avons discuté des registres pointeurs. Nous avons discuté la dernière fois des registres segments qui permettent la segmentation d'un programme. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir la dernière chose dans cet aspect interne, à savoir la file d'instruction, bien ce qu'on appelle en anglais instruction queue, la file d'instruction. C'est l'objet de notre cours aujourd'hui, la file d'instruction. Parfait. Donc, la file d'instruction, bien instruction queue. Alors, de quoi il s'agit exactement? Donc, je reprends le même schéma que nous avons vu tout à l'heure dans l'aspect interne. Il s'agit de cette structure qui est là, cette structure. Alors, cette file est FIFO, donc elle est FIFO, ça veut dire quoi FIFO? La première chose qui rentre, c'est la première chose qui sort. Donc, ce qui rentre par là va descendre et va sortir par là. Donc, elle est FIFO. Elle est composée de 6 bytes. Si vous les comptez, vous allez trouver qu'il y a 6 bytes ou bien 6 octets. Vous voyez, 0 à 7, ça veut dire chaque case mémoire, chaque case ici est un octet. Cette file FIFO à 6 bytes, elle est alimentée via le bus du système. Le bleu, c'est le bus du système. J'entends par les bus du système, les bus de données, d'adresse et de contrôle. Donc, cette file, elle est alimentée via le bus du système. À chaque fois qu'ils sont libres, donc à chaque fois qu'ils sont libres, lors de l'exécution d'un programme, quand le bus du système est libre, cette file est chargée avec les prochaines instructions du programme. Okay? Avec les prochaines instructions du programme. Ça veut dire que les instructions du programme vont venir de la mémoire centrale. MC, c'est pour dire mémoire centrale. Et donc, ces instructions rentrent et descendent par là pour sortir de ce côté-là, pour aller vers un autre module qu'on appelle l'UCC, ou bien l'unité de commande et de contrôle. L'unité de commande et de contrôle est chargée de décoder des instructions et de générer des signaux de contrôle en conséquence. D'où viennent ces instructions? Elles viennent de la mémoire centrale. Donc, les instructions du programme vont venir à travers les bus du système dans cette file d'instructions. Cette file d'instructions, comme j'ai dit, elle est FIFO. Donc, les instructions descendent par là pour sortir de ce côté-là et aller vers les modules qui décodent les instructions. L'intérêt de cette file, c'est pour pouvoir accroître ou bien améliorer la vitesse d'exécution des programmes. Donc, cette file, elle a été instaurée dans le processeur pour pouvoir accélérer l'exécution d'un programme. Bon, une question mérite d'être posée. Pourquoi la taille de la file d'instruction est 6 octets? Pourquoi cette file qui est là, elle est à 6 octets? La réponse à cela est très simple. Parce que tout simplement, en code machine, la plus longue instruction en code machine, elle est à 6 octets. La plus longue instruction en code machine, elle est à 6 octets, 6 bytes. Ça veut dire qu'on peut rencontrer des instructions à 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, 5 octets ou bien 6 octets. Donc, ça dépend de la nature de l'instruction. Mais on ne peut pas trouver une instruction plus longue que 6 octets. Ça veut dire quoi? Que cette file, elle peut, dans le cas le plus avantageux, je peux avoir les 6 prochaines instructions d'un programme, si toutes les instructions sont sur un seul octet. Et dans le cas le plus défavorable, cette file d'instructions peut contenir une instruction. Donc, elle peut contenir de 1 à 6 instructions. Et l'intérêt, c'est pour améliorer la vitesse d'exécution d'un programme. Je reviendrai sur cela par la suite. En tout cas, les mots-clés, encore une autre fois, qu'il s'agit d'une file d'instruction qui est à 6 octets, qui est alimentée à partir de la mémoire via les bus du système. Ensuite, les instructions, parce que cette file elle est FIFO, donc elles vont sortir selon l'ordre comment elles sont rentrées pour aller être décodées
dans le module de décodage et l'exécution de l'instruction. Je reviendrai sur cela tout à l'heure, mais laissez-moi passer à autre chose. En bas, on va faire le lien avec la file d'instruction. Donc, le slide suivant, c'est le fonctionnement interne du microprocesseur. Ici, j'entends par le fonctionnement interne, c'est comment les programmes sont exécutés dans un ordinateur ou bien dans un microprocesseur. Alors, je vais commencer d'abord par un fonctionnement général d'un ordinateur, c'est-à-dire la manière traditionnelle d'exécuter un programme dans un ordinateur. La manière traditionnelle, c'est quoi? C'est que à chaque instruction, le processeur va la lire, il va lire la prochaine instruction à partir de la mémoire. Hein, imaginez donc, j'ai le programme qui est dans la mémoire. Alors, que va faire le processeur pour exécuter les instructions du programme? Il va lire la prochaine instruction à partir de la mémoire. La lecture d'une instruction à partir de la mémoire, on appelle cette opération en anglais l'opération fetch. Fetch, ça veut dire que le processeur va lire la prochaine instruction à partir de la mémoire. Hein? Donc, c'est un mot qui est connu, il est en anglais. To fetch an instruction, ça veut dire tout simplement aller lire la prochaine instruction à partir de la mémoire. Alors, cette instruction qui va lire à partir de la mémoire, bien sûr que l'adresse TH est contenue dans le compteur ordinal, parce que nous avons dit que le compteur ordinal contient toujours l'adresse de la prochaine instruction. Okay? Donc, pour chaque instruction du programme, le processeur va la lire en se basant sur le contenu du compteur ordinal pour pointer la bonne instruction. Une fois qu'il a lu l'instruction, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'instruction dans le registre d'instruction. Hein, donc, quand l'instruction est ramenée de la mémoire, elle est placée dans un registre d'instruction. Puis, elle est décodée. Et en même temps, le compteur ordinal est incrémenté pour pointer la prochaine instruction. Parce que l'instruction en cours est terminée, le compteur ordinal indique bien la prochaine instruction. Donc, il y a deux actions dans la phase 2, c'est placer l'instruction qui vient d'être lue dans le registre d'instruction du processeur. Ensuite, elle est décodée. Et le compteur ordinal est incrémenté. Ensuite, l'ordinateur passe à la phase 3, c'est exécuter l'instruction, tout simplement, celle qu'il a ramenée. Et si un branchement est à effectuer, et si l'instruction qu'il a ramenée, il s'agit d'un branchement, un branchement, ça veut dire je vais aller quelque part plus loin dans mon programme, et si un branchement est à effectuer, donc l'ordinateur va charger dans le compteur ordinal l'adresse de branchement, c'est-à-dire l'adresse de cette instruction auquel on va sauter. Ensuite, les étapes sont répétées 1 à 3 jusqu'à la fin d'un programme. Voilà l'exécution traditionnelle d'un programme dans un ordinateur. C'est comme ça qu'un programme est exécuté. Ça, c'est donc, si vous voulez, la méthode traditionnelle. Maintenant, nous, si on suppose que dans l'ordinateur, il y a un processeur 8086, alors le fonctionnement du microprocesseur Intel 8086 suit le même raisonnement, c'est-à-dire la même chose comme ça quand il veut exécuter un programme, avec toutefois les différences suivantes, avec quelques petites différences. Alors, la première différence, c'est quoi? C'est que l'adresse de la prochaine instruction, il prend du compteur original. Quand il s'agit d'un ordinateur à base d'un processeur 8086, la prochaine instruction est déterminée à partir de la somme de IP et CS fois 16. Okay? Vous vous rappelez de cela? IP et CS fois 16 vont me donner l'adresse physique, ou CS fois 16 vont me donner, si vous voulez, l'adresse segment du début du code segment, et IP va dire je suis où dans ce segment-là, parce que IP va me donner le déplacement, bien l'offset. Okay? Donc finalement, quand il s'agit d'un ordinateur à base de microprocesseur 8086, l'adresse de la prochaine instruction, cette adresse de la prochaine, elle est composée de IP et de CS fois 16, ce qui va donner l'adresse physique sur 20 bits. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, vous notez ici, dans un fonctionnement traditionnel,
quand l'instruction est lue à partir de la mémoire, elle est chargée dans un registre d'instruction. C'est lui qui va accueillir l'instruction. Quand il s'agit du 8086, alors le registre d'instruction, c'est la file d'instruction elle-même qui a 6 octets. Ça veut dire que l'instruction vient de la mémoire, elle n'est pas chargée dans le registre d'instruction, mais elle est chargée dans la file d'instruction que nous avons dit, elle est FIFO et elle est à 6 octets. Alors, l'avantage d'utiliser ça, c'est que cette file est continuellement remplie à chaque fois que les bus du système ne sont pas utilisés par les instructions. Donc, cette file est chargée à chaque fois que les bus du système sont au repos. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand le processeur exécute une instruction, quand il est en train d'exécuter une instruction, il n'a pas besoin du bus de données, d'adresse et de contrôle pendant toute la durée de l'exécution de l'instruction. Donc, c'est juste une petite période où il a besoin de cela pour aller charger l'instruction, etc. Mais les bus du système se mettent au repos. Hein, ils n'ont aucune activité. Et le processeur est en train d'exécuter l'instruction dans les registres, dans l'URL, etc. Le 8086 profite de cet aspect, les bus sont au repos, pour aller à la mémoire charger les prochaines instructions. De telle sorte qu'une instruction en cours est terminée, la prochaine instruction, elle est déjà dans le processeur, elle est déjà dans la file d'instruction. Il ne va pas aller la chercher à partir de la mémoire. Et ça lui fait un gain de temps. Donc, la différence entre une exécution traditionnelle et une exécution dans un ordinateur à base d'un processeur 8086, que la prochaine instruction, ici, donc, elle est chargée dans un registre d'instruction, il faut attendre que cette instruction se termine pour revenir à la prochaine instruction et la ramener de la mémoire. Par contre, quand je suis dans un ordinateur à base d'un processeur 8086, quand l'instruction en cours est terminée, la prochaine instruction, elle est prise de la file d'instruction. Pourquoi? Parce qu'on a profité du temps de repos des bus du système pendant l'exécution d'une instruction pour aller ramener les prochaines instructions et les charger dans la file d'instruction. De telle sorte qu'une instruction en cours est terminée, là où les prochaines instructions sont déjà dans la file d'instruction. Et le processeur ne peut pas aller à la mémoire. Parce que, comme je l'ai dit tout le temps, le processeur n'aime pas la mémoire. La mémoire est très lente. Et donc, si à chaque instruction, le processeur va aller à la mémoire, eh bien, ceci va causer beaucoup de pertes de temps. Par contre, avec une file d'instruction qui est dans le processeur, quand l'instruction en cours est terminée, le processeur va rendre la prochaine instruction à partir de la file d'instruction. Et ça marche parfaitement bien. Et donc, on dira toujours simplement que l'avantage de la file d'instruction, c'est d'accroître ou bien d'améliorer la vitesse d'exécution d'un programme. Okay. Monsieur, j'ai pas compris qu'il fait la file d'instruction se remplit. C'est ce que je viens de schématiser ici. Voilà la file d'instruction qui est dans le processeur. Vous vous rappelez, nous l'avons vu dans le processeur. Ça, c'est la mémoire centrale. Pendant l'exécution d'une instruction, d'un programme, cette instruction n'a pas besoin de ce bus pendant toute l'exécution de l'instruction. Donc, il y a beaucoup de temps libre où les bus sont au repos pendant l'exécution d'une instruction. Alors, que va faire le processeur? En même temps qu'il est en train d'exécuter l'instruction en cours, une autre partie du processeur va aller à la mémoire charger les prochaines instructions et les mettre ici. Donc, quand l'instruction qui était là en cours d'exécution se termine, le processeur il a déjà la prochaine instruction ici, dans la file d'instruction qu'il va exécuter. Donc, au lieu d'aller à la mémoire après chaque instruction, non, il va trouver les prochaines instructions dans la file d'instruction ici. Et donc, ça va lui éviter d'aller à la mémoire après chaque instruction. Et le fait de trouver l'instruction ici, ça veut dire dans le processeur, ça lui permet d'avoir un bon temps d'exécution. C'est ce que j'ai expliqué dans ce schéma-là. Elle charge les données en parallèle dans data registry. Comme si, bon, ne parlez pas de données, Marc. Soit les données, soit le programme, soit les instructions du programme. Parce que quand j'ai expliqué ici l'exécution d'un programme, j'ai parlé de la prochaine instruction. Dans un fonctionnement général, traditionnel, à chaque fois qu'une instruction d'un programme se termine, son exécution est terminée, le processeur
va aller à la mémoire charger la prochaine instruction. OK? Par contre, avec le 8086, quand l'instruction en cours est terminée, le processeur va trouver la prochaine instruction dans la file d'instruction parce qu'elle a été chargée en parallèle pendant l'exécution de l'instruction précédente. Donc, effectivement, il y a un parallélisme qui va se faire. À chaque fois que les bus du système sont au repos, ça ne veut pas dire que le processeur est au repos. Le processeur est en train d'exécuter une instruction dans l'UAL. Et les bus sont au repos. Je parle de cela. Pour être plus clair, allez nous comme schéma. Pendant que le processeur est en train d'exécuter maintenant une instruction dans l'UAL, ces bus qui sont là peuvent être au repos, ne sont pas utilisés. Okay? Parce que l'exécution elle est en train de se faire ici. Alors, le 93 a créé un nouveau mécanisme de telle sorte quand l'instruction en cours est là, en train de s'exécuter, et que les bus sont au repos, ils profitent de ce moment-là d'aller à la mémoire, ramener les prochaines instructions et les mettre ici. Et quand l'instruction en cours qui était là se termine, ben, la prochaine instruction elle est déjà ici. Donc, il va la prendre ici, au lieu d'aller à la mémoire, la ramener. Et ça va générer une amélioration dans le temps d'exécution. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Pour les données de l'opération. Les données. Oui. Les données, les valeurs d'abord, ce n'est pas chaque instruction qui a besoin de données. Donc là, vous êtes en train de citer un cas particulier, une instruction qui a besoin de données. Mais ce n'est pas toutes les instructions qui ont besoin de données. Il y a des instructions qui n'ont pas besoin de données du tout. Maintenant, je peux vous rappeler STD, CLD que nous avons vu, c'est des instructions qui manipulent le BDF et ils n'ont pas besoin de données. Donc, ne parlez pas marque de données. Si une instruction a besoin de données pendant son exécution, ces bus vont être réutilisés pour aller chercher la donnée à partir de la mémoire. Mais quand la donnée vient, là, elle est dans un registre ici, ces bus se remettent au repos. Le processeur va profiter de ce temps-là pour amener les prochaines instructions. Donc, je peux avoir un parallélisme. Pendant l'exécution d'une instruction, une autre partie du processeur va ramener les prochaines instructions. Et quand l'instruction en cours est terminée, où est la prochaine instruction? Elle est dans la file d'instruction. Et comme cette file d'instruction, elle est FIFO, ça veut dire l'ordre est conservé. Les instructions dans un programme. الأولى اللي جات لهنا هي تخرج الأولى، لا دوزيام تخرج من بعدها، لا تروازيام تخرج من بعدها, etc. Donc, ça va éviter au processeur d'aller à la mémoire après chaque instruction, ramener la prochaine instruction. Et ça, c'est un gain de temps énorme parce que la mémoire, son défaut, c'est que elle dérange beaucoup le processeur par son temps d'accès qui est très lent. D'autres questions, s'il vous plaît, sur ça? Monsieur, oui. le processeur 8086, est-ce que le rôle du compteur ordinal sera facultatif? Non, pas du tout. Il n'y a pas de compteur ordinal. Maintenant, il y a un registre IP, il y a un registre CS. Donc, la notion de compteur ordinal est remplacée par IP, qui veut dire Instruction Pointer, ça veut dire هذا le registre, qui veut dire je suis où dans le code segment. Et CS, qui veut dire où est le code segment dans la mémoire. Donc, il y a toujours la notion de compteur ordinal, mais cette notion a changé de contexte. Elle n'est plus un registre, c'est une combinaison de deux registres, IP et CS. Okay? Donc, mais si vous prenez IP et CS fois 16, leur somme vous indique l'adresse de la prochaine instruction. D'autres questions? Parfait. Donc, je reviens où est-ce que j'étais. J'étais là. Donc, nous avons dit que la file d'instruction, elle permet quoi? Son avantage, c'est accroître la vitesse d'exécution d'un programme. Alors, il y a un petit problème. Nous sommes mis d'accord que la file d'instruction contient toujours les prochaines instructions à exécuter. Les prochaines instructions. Alors, supposez que l'instruction en cours maintenant, l'instruction en cours, c'est une instruction de branchement. Qu'est-ce qui va se passer si c'est une instruction de branchement?
Ça veut dire que le processeur va sauter plus loin, il va aller à une instruction qui n'est pas la suite de l'instruction en cours. Il va aller plus loin, soit dans le sens négatif, soit dans le sens positif. Ça veut dire quoi à ce moment-là? Si l'instruction en cours est une instruction de branchement, ce qu'il y a dans la file d'instruction ne sert plus à grand-chose. Parce que dans la file d'instruction, il y a toujours des instructions qui suivent l'instruction en cours. Et donc, si j'ai une instruction de branchement qui va dire on va aller plus loin, ça veut dire que ce qu'il y a dans la file d'instruction ne sert plus à grand-chose au processeur. Donc, voilà la note qui dit lors d'un branchement, ça veut dire si l'instruction en cours est une instruction de branchement, la file d'instruction est remise à zéro par le processeur. Ça veut dire que ce que contient la file d'instruction n'est plus intéressant au processeur parce qu'elle contient les prochaines instructions. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vais vous plus en détail. Je prends une zone de texte, je vais faire une zone de texte comme ça. Inch'Allah, نقدر نديرها لهنا. Voilà. Et supposez que ça, c'est des instructions. Ça, c'est des instructions de mon programme. Là, si l'instruction en cours est, supposez que c'est un jump quelque chose, un jump USTHB, qui veut dire aller à l'instruction, je peux profiter de l'espace. Voilà. Et supposez que cette instruction elle a l'étiquette USTHB. داك نكون بالتاش البروسيس يبدا بهذه من بعد هذه من بعد هذه من بعد هذه شي بي دور نهبط باش تشوفوا احسن. J'espère que ça va aller mieux. Voilà. Quand il arrive à cette instruction, maintenant on fait هذه. Qu'est-ce qu'il y a dans la file d'instruction? Il y a les prochaines instructions qui sont là, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois qu'il a exécuté une instruction, quand cette instruction n'a pas besoin des bus, il va charger dans la file d'instruction les prochaines instructions. Mais طبيعة هذه l'instruction jump USTHB, elle dit quoi? Jump c'est sauter. Sauter où? À une instruction qui a l'étiquette USTHB. Donc cette instruction dit au processeur reviens ici. Reviens ici. Alors que la file d'instruction عندها les prochaines instructions. Et donc ça ne sert pas à grand chose. Et à ce moment-là, quand l'instruction en cours est une instruction de branchement, la file d'instruction est remise à zéro. Sinon, quand j'étais sur cette instruction, la file d'instruction contient les prochaines instructions qui sont là. Qui comptent la file d'instruction contient les prochaines instructions, etc. Le problème, donc, quand est-ce que la file d'instruction n'est pas respectée, son contenu n'est pas utilisé, c'est quand il y a une instruction de branchement. Jump, maintenant, USTHB pour revenir là, alors que la file d'instruction, il y a les prochaines instructions qui sont là. Okay? Donc, c'est seulement quand l'instruction en cours est une instruction de branchement que la file d'instruction n'est pas utilisée. Donc, elle est remise à zéro. En anglais, on dit elle est flushed out. Des questions sur ça, ce que je viens d'expliquer? Ok, donc la finalité de la chose, c'est éviter au processeur d'aller à la mémoire après chaque fin d'instruction. Parce que la mémoire, elle consomme beaucoup de temps. Et avec la file d'instruction, le processeur a trouvé la solution pour trouver la prochaine instruction dans la file d'instruction, ça veut dire dans le processeur. Ok, alors il y a une petite note sur le texte يقعد نضيف. Alors, شوفوا ce qu'il y a ici. Pour mettre en évidence le temps disponible pour charger la file d'instruction, c'est juste pour vous montrer est-ce que le processeur a assez de temps pour charger les prochaines instructions. Alors, considérons l'exemple d'une instruction de multiplication 8 bits. Trilou, l'instruction en cours, et l'instruction de multiplication 8 bits, ça veut dire une instruction qui multiplie deux arguments chacun sur 8 bits.
Alors, Intel nous dit que cette instruction-là s'exécute pendant 70 à 77 cycles machine. Ça veut dire l'instruction de multiplication pendant 70 à 77 cycles. Vous vous rappelez, machine, ça veut dire période de l'horloge. Hein? Donc, ça dépend des modes d'adressage, etc. Pas moins de 70 cycles machine pour s'exécuter. OK? Alors, ça veut dire l'instruction dans un programme, si c'est une instruction c'est disponible pour s'exécuter. Mais seulement 4 cycles sont nécessaires pour lire un mot de 16 bits de la mémoire. Le processeur pour aller à la mémoire, amener quelque chose sur 4 cycles de la mémoire. Ça veut dire quoi? في 70 minimum, le processeur a besoin de 4 cycles machine pour amener l'instruction. Les 6 cycles machines ne sont pas utilisés du tout, ils sont au repos. 66 cycles machines. Et donc, ces cycles-là peuvent être utilisés pour recharger la file d'instruction avec les prochaines instructions. Ça veut dire que le processeur, il a assez de temps pour amener les prochaines instructions. Parce que chaque accès à la mémoire coûte 4 cycles machines. Voilà, donc la preuve est donnée que le processeur, pendant l'exécution d'une instruction, il n'a pas besoin des bus système pendant toute l'exécution d'une instruction. Et pour amener cette instruction, ça lui coûte carrément à peu près 4 cycles machines et le reste, donc les bus du système sont en repos. Ok, donc nous notons donc que cette file d'instruction, elle a beaucoup d'avantages, d'autant plus qu'elle est FIFO, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre des instructions, c'est la seconde, etc. Donc, l'ordre des instructions n'est pas modifié. Parfait. Je passe maintenant à autre chose, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez qu'on travaille un peu plus la file d'instruction, quand on va passer tout à l'heure au TD, on a un exercice pour ça et on va mieux encore comprendre la chose. Je passe à une autre notion qui est très importante. Je rappelle qu'on est à la fin du chapitre 2. Il y a une autre notion qui est très importante. Elle n'est pas importante seulement pour la file d'instruction, mais elle est importante dans... je veux dire, elle n'est pas importante seulement pour 8086, mais cette notion d'alignement des adresses, elle est importante dans tous les processeurs, même celui qui vient de voir le jour la semaine. Donc c'est une notion qu'il faut respecter. De quoi il s'agit? L'alignement des adresses, des mémoires. On parle d'adresse paire et impaire, ou bien certains parlent de la parité de l'adresse. Est-ce que l'adresse où on veut aller dans la mémoire, elle est paire ou impaire? Alors, vous voyez ce paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Regardez le paragraphe, je suis là. Hein? Vous voyez ce paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de l'expliquer doucement. Alors, l'accès à une case mémoire de 8 bits, ça veut dire quand le processeur va à la mémoire, pour ramener une donnée sur 8 bits, on a une instruction sur 8 bits, ça veut dire 1 byte, qui soit situé à une adresse paire ou impaire. La donnée ou bien l'instruction, qu'elle soit une adresse paire ou impaire dans la mémoire, elle va coûter au microprocesseur 4 cycles machines, parce que chaque accès à la mémoire coûte 4 cycles machines. Ça veut dire, encore une autre fois, quand le processeur va aller à la mémoire ramener une instruction sur 8 bits, ça veut dire son code est sur 8 bits, ou bien il va ramener une donnée sur 8 bits, parce qu'il y a une instruction qui a demandé cette donnée. Alors, cette donnée, ou bien cette instruction, peut être dans la mémoire à une adresse paire ou impaire. Alors, ça va coûter 4 cycles machines. Okay? Donc, est-ce qu'elle est à une adresse paire ou impaire? Maintenant, quand il s'agit du 8086, voilà, grâce à son bus de données 16 bits, parce qu'on sait que le microprocesseur 8086, son bus de données est 16 bits. Donc, grâce à son bus de données 16 bits, le processeur 8086 peut également accéder des cases mémoire de taille 16 bits, c'est-à-dire 2 octets. Voilà, parce qu'il a un bus de données sur 16 bits, donc il peut aller ramener soit sur 8 bits, soit sur 16 bits, parce qu'il a les moyens. Il a un bus de données 16 bits.
Alors, cette donnée ou bien cette instruction qui est sur 16 bits, elle peut se trouver dans la mémoire, soit une adresse paire, soit une adresse impaire. Ça dépend. Alors, pour des accès aux cases mémoire 16 bits situés à des adresses paires, maintenant, si cette donnée 16 bits, alors cette instruction sur 16 bits, elle est une adresse paire, un seul accès suffit. Le processeur il a un seul accès. Pourquoi? Parce qu'il a un bus de données 16 bits qui peut véhiculer. Et à ce moment-là, le temps d'accès serait 4 cycles machine. Donc, bien que la donnée qu'il va ramener est sur 16 bits, ça va lui coûter seulement 4 cycles machine. Par contre, si on veut accéder à une donnée ou à une instruction sur 16 bits dans la mémoire à une adresse impaire, là, le processeur ne sait plus le faire. Il va faire 2 accès à la mémoire sont nécessaires. 2 accès sont nécessaires, où chaque accès est sur 4 cycles machines. Alors, dans ce cas, il s'agit de 2 accès. Un accès mémoire, ça sera pour l'octet de poids faible de la donnée. Et un autre accès pour l'octet de poids fort de la donnée. En d'autres termes, souvent, le processeur est appelé à aller à la mémoire, soit pour amener une donnée, soit pour amener la prochaine instruction. Bien sûr, cette donnée, elle est sur 8 bits. Qu'elle soit une adresse paire ou impaire dans la mémoire, ça prendra 4 cycles machine, 4 périodes de l'horloge. Le 8086 dispose d'un bus de données 16 bits. Donc, il peut aller ramener des données 16 bits. Pour les données 16 bits, qui vont occuper 2 cases mémoire de 8 bits, tout dépend où se trouve cette donnée. Si la donnée 16 bits se trouve à partir d'une adresse paire, eh ben, ça va lui coûter 4 cycles machine, qui m'a 8 bits. Par contre, s'il veut ramener une donnée sur 16 bits, mais qui commence à une adresse impaire, à ce moment-là, il ne sait plus ramener 16 bits à la fois. Il va ramener 8 bits, qui vont être les 8 bits de poids faible de la donnée. Ensuite, il y a les 8 bits de poids fort de la donnée. En d'autres termes, ça va lui coûter ici 4, le 4, et le tout sera 8. Ceci veut dire quoi? Ceci signifie que le microprocesseur met moins de temps à accéder des données 16 bits stockées en mémoire à des adresses paires. Un seul accès au lieu de 2 accès. Donc, si les données sont sur 16 bits, l'alignement des adresses est quelque chose d'important. Donc, il faudrait veiller à ce que mes données 16 bits soient à des adresses paires, sinon ça va prendre plus de temps au processeur pour les ramener. Ce ne sera pas une erreur, mais le temps sera, un temps plus important sera consommé. Alors, je continue ici. Le chargement de la file d'instruction se fait également par des mots 16 bits. Donc, comme la file d'instruction est connectée au bus du système, donc le chargement va se faire sur 16 bits pour gagner du temps à chaque fois que les bus du système sont au repos. La seule exception à cela est quand il y a un branchement à une adresse impaire. Supposez qu'une instruction en cours, c'est une instruction de branchement à une instruction qui se trouve à une adresse impaire. Dans ce cas, le microprocesseur lit d'abord le premier byte se trouvant à une adresse impaire, puis poursuit la lecture des données par 16 bits à partir des adresses paires. On va la travailler en TD. On va la travailler en TD. C'est la partie. Okay? On la laisse, on va la voir en TD. OK. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Quand le processeur va à la mémoire pour chercher une donnée ou bien une instruction sur 8 bits, que cette instruction soit, ou bien cette donnée soit une adresse paire ou impaire, ça va coûter au processeur 4 cycles machine. Maintenant, si le processeur est appelé à aller chercher une donnée, une instruction sur 16 bits à partir de la mémoire, ben là, ça dépend. Est-ce que cette donnée ou bien cette instruction se trouve à une adresse paire ou impaire? Si elle est à une adresse paire, donc il peut ramener les 16 bits en un seul accès, ça veut dire 4 cycles machine. Maintenant, si la donnée ou bien l'instruction qui est sur 16 bits se trouve au même moment à partir d'une adresse impaire, donc là, le processeur va la faire en 2 opérations, en 2 accès. Il va ramener la moitié, ça va coûter 4 cycles machine. Ensuite, il revient pour ramener l'autre moitié qui va coûter 4 cycles machine.
Si vous ne m'avez pas compris, essayez de suivre ce qu'il y a ici. Essayez de suivre ce qu'il y a là. Voilà un exemple. Ça, c'est la mémoire centrale. Alors, comme ici, j'ai fait le joint avec le 8086, le bus de données est sur 16 bits, donc il peut ramener par 16 bits. Donc, je vais avoir deux banques des adresses. Et il va y avoir la banque des adresses paires, il va y avoir la banque des adresses impaires. Chaque case mémoire est sur 8 bits, comme vous voyez. Maintenant, quand je suis à l'adresse 0, quand je suis à l'adresse 1, parce que l'adresse 1, c'est impair. Quand je suis à l'adresse 2, voilà, je suis ici, je suis dans la banque paire. Quand je suis à l'adresse 3, je suis dans la banque impaire, etc. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En faisant cela, vous allez voir qu'il n'y a ici que les adresses paires. Voyez-vous, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Alors, quand je suis ici, je suis sur les adresses impaires. C'est 1, 3, 5, 7, 9, etc. Okay? C'est une représentation logique de la mémoire. Elle n'est pas physique, comme j'avais dit un jour. OK. Pourquoi j'ai prévu le schéma? Parce que tout simplement pour vous montrer, si je demande au processeur, à travers une instruction, d'aller ramener la donnée qui se trouve ici. Donc, cette donnée, elle est sur 8 bits, n'est-ce pas? Et elle se trouve à une adresse paire. Donc, pour ramener cette donnée, le processeur, ça va lui coûter 4 cycles machine, 4 périodes de l'horloge. C'est ce que nous avons dit, il faut qu'on ait. Et maintenant, si vous êtes ici, si le processeur veut ramener cette donnée sur 8 bits, mais qui se trouve à une adresse impaire, parce que c'est la banque des adresses impaires, s'il s'agit de ramener back une donnée sur 8 bits, ça va lui prendre également 4 cycles machines. Ça veut dire que ça prendra le même temps que ce soit adresse paire ou impaire quand il s'agit de 8 bits. 4 cycles machines. Plus tard dans un programme, on veut accéder à une donnée 16 bits, mais on a les moyens parce que le bus de donnée est sur 16 bits. 16 bits, ça veut dire هذه وهذه. هذا 8 bits, هذا 8 bits, ça fait 16 bits. Maintenant, si cette donnée 16 bits commence à une adresse paire, 4 c'est paire, n'est-ce pas? Donc si c'est 16 bits, ça va être هذا qui est 8 bits, ou هذا 8 bits, ça fait 16 bits. Donc l'adresse est paire, n'est-ce pas? Et ça prend seulement 4 cycles machines. كيما شغل رحنا جبنا 8 bits. Par contre, ici, si on veut accéder à une donnée 16 bits, mais qui commence à une adresse impaire, si donc 16 bits, donc ça sera 7 octets, et l'octet suivant, et celui-là. Et donc à ce moment-là, on dira que la donnée n'est pas alignée. Hein? Voyez-vous, là, quand c'était aligné sur la même ligne, ça a pris seulement 4 pour les deux. Par contre, ici, la donnée n'est pas alignée. هذا راح في سطر وهذا راح في سطر. Donc ça va prendre 4 cycles machines, et il va revenir là, et il va ramener là, et ça prend 4 cycles machines. Donc au lieu de 4, ça sera 8 cycles machines, 8 périodes de l'horloge pour ramener cette donnée 16 bits qui commence à une adresse paire, pour la simple raison que la donnée n'est pas alignée. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Le schéma est très clair. Hein? Monsieur, la mémoire عندها تسمى une banque d'adresses paires ou une banque d'adresses impaires? Oui, oui. Tous les mémoires comme ça. Chauffe. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'avais le chapitre précédent, j'ai parlé de la représentation physique et de la représentation logique. Il y a une seule représentation, c'est la représentation physique. Le physique sur la carte mère, c'est une seule barrette, comme ça. J'ai هذه, mais هذه c'est l'adresse 0, j'ai maintenant l'adresse 1, j'ai maintenant l'adresse 2, l'adresse 3, بعد 4, je fais une seule barrette. هذيك c'est la représentation physique. Mais on peut faire des représentations logiques. وش أنا يمنعني de représenter ici seulement les adresses paires ou seulement les adresses impaires. L'important, je suis conforme à la représentation physique. Parce que إذا واحد يقول لي وين راهي l'adresse 0 نقول له هاهي. كان يقول لي وين l'adresse 1 نقول له هاهي.
l'adresse 2 هاي 3 هاي 4 هذيك. Donc c'est une représentation logique. Ce n'est pas la réalité sur une carte mère. Sur la carte mère, c'est une barrette comme ça, les octets se suivent, n'est-ce pas? Les octets se suivent. Mais je peux faire une représentation logique qui m'en où toutes les cases mémoire qui ont fait la représentation physique نلقاهم في la représentation logique. مثلا قال لي واحد 4 وراهي نقول له هاي وراهي 5 نقول له هاي وراهي. Alors que sur la représentation physique 5 يجي له parce qu'il n'y a pas un bande paire et bande impaire. Donc c'est une représentation qui m'aide à voir mieux ma mémoire. Mais ce n'est pas la représentation physique, c'est une représentation logique. Mais il n'y a aucune contradiction entre la représentation physique et cette représentation logique. Monsieur, نعم تفضل. monsieur كيما لي registre كيما le registre IP. Monsieur la représentation تاع l'adresse. Est-ce que logique زعما هنا كيما راها 00 هي 0 ومن بعد لي 16 بت اللي موراها 1 بعد 16 بت اللي موراها 3 ولا سير شغل سير 8 بت في l'adresse IP. في le registre IP. Le registre IP. خليني ندير لك un rappel du registre IP. Le registre IP qui est le I pour dire instruction, P c'est pour dire pointeur. Nous avons dit que c'est un registre sur 16 bits, n'est-ce pas? C'est un registre, ce n'est pas une case mémoire, c'est un registre. Il appartient au processeur. Parce que إذا نعاودو نولو معليش نعاودو نولو نخدمو غير بالعقل. إذا نعاود نولي لو شيما تاع البروسيسور. IP ها ولا هنا c'est un registre, n'est-ce pas? Dans les processeurs. La mémoire est برا هي هنا la mémoire est برا. OK? La mémoire est les bits. Donc هنا le registre IP. C'est un registre sur 16 bits, n'est-ce pas? Indivisible. La mission تاعو c'est quand le registre, quand le segment code est défini, il est défini par qui? Par 16 fois 16. Il va dire je suis où dans ce code segment. Et le code segment, il est dans la mémoire. Le code segment, il est dans la mémoire. Mais le IP qui est là me permet de parcourir ce code segment où nous avons dit que la taille du code segment est 64 kilooctets. OK? Donc IP n'est pas une case mémoire. IP est un registre qui contient quoi? Qui contient le déplacement dans le code segment qui est dans la mémoire. Je ne sais pas si vous avez compris ou vous voulez me poser des questions. OK, donc je reviens. Et là? Monsieur. Donc j'espère que tout le monde a compris cette question. Donc, Monsieur, قلت لي بلي هذه représentation logique يعني هذه اللي قدامك c'est une représentation logique, ouais. شغل كي يكون par exemple le processeur باغي accéder les adresses impaires يعني باش يروح ليه من le code 4 cycle machine après يزيد يرجع الاخر تسمى le code 4 cycle machine. دونك انا شغل فهمت بلي هذه ريبريزونطاسيون يعني هو باش يروح الادريس امبير ويبدا يهز الادريس يهز لا دوني من لي زادريس امبير. معايا مسيو؟ وراه المشكل. ايوا باش يروح لي زادريس بير يهز الادريس تاع البايت اللي وراه تسمى ساوي كود يعني شغل كلاسيك الماشين باش يروح لهذيك وزيد كلاسيك الماشين باش يروح لهذيك هما شغل على je reprends باش هكذاك tout le monde va profiter. Je reprends. Quand vous avez un programme, souvent il va à la mémoire pour chercher des variables, etc. Donc il y a deux choses. Quelle est la taille de cette variable? Est-ce qu'elle est sur 8 ou bien 16 bits? Si cette variable est sur 8 bits,
ما يهمش اسكو لي une adresse pair ولا une adresse impair ما يهمش. Dans les deux cas, ça va coûter 4 cycles machine pour ramener la donnée. Donc encore une autre fois, si ma variable, ma case mémoire, qui veut accéder en mémoire est sur 8 bits, qui met les codes ASCII وكلش، ما يهمش اسكو cette variable elle est une adresse pair ou impair. في كلتا الحالتين ça va prendre 4 cycles machine. واضحة؟ Maintenant, le problème il est où? Le problème de l'alignement des adresses il est où? Le problème de l'alignement, ce n'est pas seulement pour les données 16 bits, les variables 16 bits. Donc, si j'ai des adresses 16 bits, وعلاش البروسيسور هذاك عنده بيس دو دوني 16 bits يقدر يروح يجيب par 16 bits. Donc, quand vous avez des données 16 bits, يا هل ترى ma donnée 16 bits elle commence à une adresse pair. Donc, si c'est 16 bits commence à une adresse pair راح تدي هذه وتدي هذه بس هذه 8 bits 0 à 7 وهذه 0 à 7. Donc, si ma donnée 16 bits commence à une adresse pair, ça va prendre pour le processeur le même temps comme s'il a ramené 8 bits. 4 cycles machine. يجيبهم في زوج ضربة واحدة parce qu'il a un bus de données 16 bits et ça lui prend seulement 4 cycles machine. C'est bon? Maintenant, si la donnée que le processeur veut accéder est sur 16 bits, mais malheureusement, elle ne commence pas à une adresse pair, elle commence à une adresse impair. Donc, si elle commence à une adresse impair, تجي هذه ومن بعد هذه وراه إلى قسم mémoire هي هذه. Donc, هم 16 bits. Donc, ça veut dire que ma donnée n'est pas alignée. وش يدير؟ Il est obligé de ramener هذا وحده. Ça prend 4 cycles machine ويعاود يولي يجيب هذا 4 cycles machine. مسيو واش تقصد با اليني؟ اليني ça veut dire في سطر واحد. في هذه لا ريبريزونطاسيون هذه لالينيومون في سطر واحد كيما هذه 16 بيت هذه الأحلى هذه 16 بيت vous voyez elle est sur la même ligne n'est-ce pas les cases mémoire راهم في la même ligne donc je dis aligné tout simplement لهنا vous voyez هذا وهذا les cases mémoire هذا marron هذه وهذه هذه 8 بيت هذه 8 بيت ça forme 16 بيت n'est-ce pas mais ماهيش aligné. Et donc, ça, il va ramener هذا وحده 4 cycles machine وعاود يجيب هذا plus 4 cycles machine et ça lui prend 8 cycles machine pour ramener ça. Monsieur, ça علاش ما يقدرش يكونوا alignés? Ça dépend. Quand vous remplissez la mémoire, vous commencez maintenant par 0. La case mémoire suivante, وين تكون؟ تكون في 1 ومن بعد يجي في 2. Donc, il y a des éléments qui vont être stockés à des adresses paires, d'autres à des adresses impaires. Voilà. دونك شغل مسيو كاين بيناتهم ان ادريس فارغه لا 007 فارغه سي صا 7 اش ها هي وراي 7 اش 007 اش هي هذه انت حبيت تهضر لي 006 اش وقيلا ايوا اذا هذه تخيل راه فيها اي نوتر دوني كي ما انتريس با انا دون التريتمون تخيل كاينين نوتر دوني كي ما انتريس با دون التريتمون انا مثلا من هذه جو في صوتي لهذه بور اون سيرتان ريزون وهذه ما تهمنيش جو في بروندر ا بارتير دو لا 16 بيت je suis bien à une adresse impair ici parce que banque des adresses impaires ok alors on continue s'il vous plaît monsieur tu dis que la taille minimale de l'instruction c'est 16 bits لا تقولني ce que je n'ai pas dit. Oui. Tu viens de dire que moi j'ai dit que la plus courte instruction elle est à 16 bits. هكذا قلت لي. Oui. أنا je n'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit ça. Je reviens ici. Et j'ai dit que pourquoi il y a 6 bytes ici? J'ai dit parce que la plus courte instruction en code machine c'est un octet. ما قلتش 16 bits. ما قلتش 2 octets. La plus courte instruction, c'est un octet. Et la plus longue instruction, c'est 6 octets. Voilà ce que j'ai dit. Quand des instructions à un seul octet, quand des instructions à 2 octets, ça dépend de la complexité de l'instruction. نعطيك مثال. برك باش تفهم. نعطيك 2 instructions مثلا.
نعطيك l'instruction std كي واش دير هذه الميديا 0 A1 اوكي ونعطيك une autre instruction تخيلها راهي فيها في البروغرام incrémenter bx مثلا. أنا نقول لك عاوني باش نشوف quelle est l'instruction qui est plus courte لهنا نكود ماشين و quelle est qui est plus longue نكود ماشين بين الزوج هذا. الأولى سي اس تي دي هذه باينة واش دير الميديا في قال A1 وهذه انكريمونتي بي اكس واش دير واش كاين في بي اكس لو ريجستر بي اكس elle va l'incrémenter de 1. C'est deux instructions différentes. كنحب نشوف quelle est l'instruction qui prend beaucoup plus d'espace par rapport à l'autre. هذه je vois c'est-à-dire on n'a pas besoin d'arguments ما كاش les arguments صح. Donc un petit code وحده البروسيسور يفهم كاع l'instruction on n'a pas besoin d'arguments. Donc هذه en code machine et on le verra plus tard. هذه en code machine ça prend 1 byte. C'est-à-dire هذه l'instruction فيها un programme ما تدي غير 1 byte dans la mémoire. Par contre هذه il est clair كان نقول incrémenter ونسكت البروسيسور بندير incrémenter quoi لازم نقولوا bx. Donc cette instruction elle prend plus d'un byte. Plus d'un byte. نعطيك واحدة أخرى. نقول مثلا add مثلا cx ونسكت. نعاود كون جي دي اس تي دي البروسيسور يقول لي خلاص ما تزيد والو فهمت كلش جو مي دي اف ايكال 1. في لا دوزيام كنقولوا انكريمونتي ونسكت يقول لي انكريمونتي كوا نقولوا بي اكس اي دونك سا فا بروندر بلوس ديسباس دون مون انستركسيون. دونك ان بايت ماهوش راح يكفي لهنا سا فو دير لازمني quelque chose également pour bx pour dire qu'il s'agit de bx. على بالها que la taille de l'instruction a pris plus. لهنا في لا تروازيام كنقول add cx ونسكت يقول لي je vais additionner cx avec qui مثلا نقول له dx. Donc le fait d'avoir rajouté dx ça va encore agrandir la taille de l'instruction et donc ça va prendre plus que هذه l'instruction. C'est pour ça qu'il y a des instructions un seul octet, qu'il y a 2 octets, qu'il y a 3, qu'il y a 4, qu'il y a 5, qu'il y a 6 octets. Mais attendez, quand on va arriver au code machine, Inch'Allah. Donc, la taille des instructions varie entre 1 octet et 6 octets. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, comment le processeur connaît la taille de l'instruction? C'est simple, c'est parce que chaque instruction a son code machine. Et si donc le premier octet, c'est ce qu'on appelle le code d'opération. Et à partir du code d'opération, on peut savoir est-ce que cette instruction peut faire un octet ou plus. Ok? Toute instruction en code machine, elle commence par un octet, minimum un octet. Et cet octet, c'est le code d'opération. On appelle en anglais ça l'opcode, qui va dire de quoi il s'agit, où je laisse l'instruction, on va dire كلش. Donc, l'opcode, le premier octet, va tout dire sur l'instruction. واضحة؟ Oui, d'accord. Okay. Mais on va faire le code machine. Et ça devient plus clair. C'est là, حبيت هذاك الوقت نفكركم ce qu'on est en train de discuter ici. Je prends un deuxième exemple. Alors, voilà, supposez هذا c'est un programme عندي. Je vais l'expliquer باش تفهموه قبل ومن بعد je vais vous dire qu'est-ce que je veux faire. La première instruction c'est move bx 0010h. واش دير هذه l'instruction? Elle est simple. Elle va prendre 0010h comme étant une valeur, une constante, elle va la mettre dans bx. Et bx, c'est un registre. Donc, si vous voulez, le type de cette instruction, c'est quoi? C'est move, registre, parce que bx, c'est un registre. 0010h, c'est une constante. Donc, quand cette instruction est exécutée, bx va recevoir 0010h. Voilà. Et on va supposer que cette instruction, elle va faire T1 cycle machine pour s'exécuter. T1, cycle machine, un certain nombre de cycles machine que j'appelle T1. Je rappelle que cycle machine, c'est période de l'horloge. Maintenant, une deuxième instruction, move SI, virgule 1, 2, 3, 5, H. C'est une instruction où je dis,
Elle va prendre la constante 1, 2, 3, 5H et elle va la charger dans SI, n'est-ce pas? Donc, le type de cette instruction, comme c'est move, registre constante. Donc, si le T1 cycle machine, la deuxième prend T1 cycle machine parce qu'elles sont de même type. Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas quelque chose. Je prends une troisième instruction. Move DI, 6,789H. Monsieur, ماشي l'adresse راها pair ما هدرتش على impair مازال pour l'instant c'est une constante. وش راح ندير بها من بعد هي اللي راح توضح الامور. D'accord? Pour l'instant c'est une constante. Je prends move DI 6,789H. Elle est de même type que les autres. Une constante chargée dans DI. Donc ça va prendre le même temps T1. OK? Maintenant, attachez vos ceintures. Move CX, BX, mais BX entre crochets. Ça veut dire qu'il y a une indirection. Où je mène cette instruction? Aller à la mémoire, à l'adresse qui est dans BX, qui est l'adresse. Prendre le contenu de cette case mémoire et le charger dans CX. Donc, c'est l'instruction. Elle est de quelle forme? Move, c'est move. CX, c'est un registre. Mais BX entre crochets, c'est une case mémoire, n'est-ce pas? Parce que quel فرق كي نقول BX نقول BX entre crochets. BX كي نقول BX ça veut dire le registre lui-même. Ça BX entre crochets ça veut dire une case mémoire dont l'adresse راه في BX ça veut dire 0010H est une adresse de la case mémoire منين حبيت نقرا et charger CX. Donc cette instruction n'est pas du même type que les trois premières. Donc je vais supposer que c'est T2. Ben, c'est différent. ناخذ une autre instruction. Add dx, bx entre crochets. Voilà. Le type de cette instruction. Add, c'est additionner, n'est-ce pas? Dx, c'est un registre. Mais bx entre crochets, c'est de la mémoire. Parce que ce n'est pas le contenu de bx qui va être chargé dans dx, mais c'est la case mémoire qui a l'adresse bx. Donc cette instruction, d'ailleurs c'est add ou c'est move, donc ça va prendre un autre temps, T3. OK? Alors, si je fais maintenant add cx se, donc c'est add registre mémoire, n'est-ce pas? Parce que se est entre crochets. Donc cette instruction, elle est de quelle forme? Elle est de la forme comme elle add registre mémoire. ولولا قلنا ça a pris T3. Pourquoi ça a pris T3? C'est un nombre de cycles machine. La différence qu'il y a que هذه la case mémoire BX, j'étais sur une adresse paire, n'est-ce pas? J'étais sur une adresse paire. Par contre, SI est sur une adresse impaire. SI, voilà la valeur de l'adresse impaire. Donc, إذا هذه qui se trouve à une adresse paire a pris T3. هذه ايش راح تدي؟ راح T3 plus 4. Pourquoi? Parce que la donnée qui va additionner avec CX, elle est à une adresse impaire. Pour la charger, يجيب هذا وعاود يولي يجيب هذا. Donc كان شقوة أكثر c'est qu'il doit revenir prendre هذا plus 4. Voilà, plus 4. Pourquoi? Parce que la case mémoire qui est indiquée par SI se trouve à une adresse impaire. Sauf que SI, c'est une valeur impaire. OK. إذا نجي لدخل هذه add DE entre crochets CX. هذه elle n'est pas de la même forme que هذه. Parce que عندي add أو add DE entre crochets c'est mémoire وهذا CX c'est registre. Donc, ça va prendre T4, mais المشكل اللي عندي هنا c'est que cette case mémoire qui est là, elle va être utilisée à l'aller et au retour. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais خليني نفهمها لكم. Je vais prendre une zone mémoire. نجي لهنا ونكتب. نقص لا طاي برك باش نقدر نكتب بزاف. مثلا هكذا. Je reviens à cette instruction. Add CX SE. هذه. Add CX SE.
هذه l'instruction elle est de quelle forme? Elle est de la forme registre reçoit reçoit registre plus mémoire. Je parle de l'instruction add CX SI entre crochets. Pourquoi? Parce que le résultat de l'addition doit rester dans CX, dans un registre. Donc, registre reçoit registre plus mémoire. Et comme ici j'accède sur 16 bits, je ne peux pas j'accède une case mémoire sur 16 bits. C'est le fait de voir que je suis en train d'additionner avec CX. Et CX est sur 16 bits. Et d'ailleurs, avec un 16 bits, il faut 16 bits. Et donc, ça me fait ça. إذا هذه l'adresse SI est impair, donc هذه mémoire, je vais la faire en deux accès. هذه داخله في T4 راح نزيد لها هذا. Par contre, si je prends la dernière هذه, la dernière, elle c'est quoi? C'est mémoire reçoit mémoire plus registre. Ça veut dire, إذا كانت l'adresse impair كما في DI هذه l'adresse est impair, voilà. La mémoire 16 bits, je l'accède là à l'aller pour faire l'opération, mais je l'accède également au retour pour aller écrire le résultat dans la mémoire. Donc si l'adresse est impair, là plus 4, on va dire là plus 4. C'est pour ça que vous voyez ici T4 plus 4 plus 4. Posez-moi des questions si vous avez des questions, s'il vous plaît. Monsieur, mais je n'ai pas le point. Bien, encore une autre fois. Le problème de la parité de l'adresse se pose seulement pour les données 16 bits. Ne se pose pas pour les données 8 bits. Alors, quand il s'agit de données 16 bits en mémoire, il faut vérifier est-ce que je suis à une adresse paire ou impair. Quand j'ai fait cette addition, add CX SL, إذا خديت هذه قبل هاي نبدأ بهذه add DX BX entre crochets. هذه l'instruction elle est de la forme add registre mémoire. OK. Donc إذا la mémoire elle se trouve à une adresse paire, c'est T3. Mais si la case mémoire qui est là, elle est impaire. Parce que, voyez-vous, je suis en train de faire une addition sur 16 bits. Je le fais à travers DX. Si c'est impair, donc ça sera T3 plus 4. Pourquoi? Parce que si la mémoire qui est là, qui est sur 16 bits, elle est à une adresse impaire, on rajoute plus 4. La même chose ici. Add CX BX plus crochet. Cette instruction est de la forme add registre mémoire. Pourquoi mémoire? Parce qu'un SI entre crochets, ça veut dire c'est mémoire. Donc, ça sera T3 qui m'a l'oula. Mais, est-ce que la case mémoire que j'accède ici est à 16 bits? Comment je sais que c'est une case mémoire 16 bits? Parce que je l'additionne avec CX. CX, c'est un registre à 16 bits. Donc, ça sera T3. Si l'adresse est paire, نحبس نقول T3 ونسكت كما هذه. Mais si l'adresse de la mémoire est impaire, je sais que pour amener cette donnée pour faire l'addition, يجيبها en deux accès. هذا l'accès, il est comptabilisé dans T3. وهذا il n'est pas comptabilisé, donc plus 4. Le dernier exemple que je donne, add DX entre crochet CX. هذه l'instruction de la forme add mémoire registre. Ça veut dire que la mémoire est accédée deux fois. أو le schéma تاعها mémoire soit mémoire pour le registre. Ça veut pour faire l'opération qui se fait dans l'URL. Le processeur doit ramener la mémoire. Et si la mémoire est sur 16 bits et qui se trouve à une adresse impaire, ou elle est impaire, parce que vous voyez, DI c'est impaire. Donc, راح يدير plus 4, راح يزيد هذا. Mais une fois que le processeur a fait l'opération dans l'URL, il oublie la mémoire باش يكتبها. Mais si l'adresse est impaire et elle est impaire, qu'est-ce qu'il va? Il va le faire en deux accès, donc plus 4 واحدة أخرى. Donc, هذه تاع plus 4
à l'aller pour aller à l'URL, et plus 4 zouch qui est là, c'est pour revenir et écrire la donnée dans la mémoire. Donc, ça fait T4 plus 8. OK. Je vais faire des modifications. Je vais Si je viens ici, on dirait je fais des modifications, mais vous devez me suivre. Je fais comme ça. Est-ce qu'il y a un تغيير في la ligne هذه؟ Pas du tout, parce qu'on a dit les accès sur 8 bits, c'est toujours 4 cycles machines. Et les 4 cycles machines sont comptés dans le T3. Ils sont comptés. Non. استنى برك راني درت مساكر، استنى برك نحي لي موديفيكاسيون اللي درتهم انا. دونك خلينا نحوها نعاودو نبداو كيما الا هنا درك ماشي في هذه. كان هنا ردو مثلا سي ال ça veut dire registre sur 8 bits. Donc cette instruction add CL SI entre crochets, c'est add registre parce que CL est un registre mémoire. Mais il est clair que je suis en train de faire une somme des arguments sur 8 bits. Qui me le dit CL. CL واضحة 8 bits, donc الأخرى لازم يكون 8 bits. Alors, que va être le temps là, à ce moment-là? T3 seulement. T3 seulement, effectivement. Ça veut dire هذا ما يكونش. Les accès à la mémoire sur 8 bits à des adresses paires ou impaires ne posent aucun problème. OK? Alors, vous voyez, bien que SI est une adresse impaire, mais je ne rajoute pas plus 4. Parce que je rajoute plus 4 pour les données 16 bits à des adresses impaires. OK? خلينا نعاود نردو الأمور كما كانت. La même chose ici. Quand je viens ici et je fais CL, comme ça. Je suis في هذه la ligne. Là, cette instruction, elle est du type mémoire, soit mémoire plus registre. Ça veut dire la mémoire, elle est accédée à l'aller et au retour, n'est-ce pas? Donc, si je suis en train d'accéder sur 16 bits, il faut voir est-ce que je suis sur une adresse paire ou impaire. Si je suis sur une adresse impaire, donc plus 4 là, plus 4 ici. Mais il se trouve qu'ici, les arguments sont sur 8 bits, n'est-ce pas? Donc, si c'est sur 8 bits, automatiquement, la case mémoire, elle est sur 8 bits. Et quand on est sur 8 bits, مهما واش كانت l'adresse paire ou impaire, ça prend toujours 4 cycles machines. Donc, هذه ما تكونش تكون seulement T4. Par contre, كان نقول CX كما درناها, à ce moment-là, c'est une opération où les arguments sont sur 16 bits. Donc, on va voir cette case mémoire, est-ce qu'elle est paire ou impaire? DI, c'est impaire. Donc, plus 4 à l'aller et plus 4 au retour. Pourquoi? Parce que la mémoire, je l'accepte deux fois. Et parce que les données que j'accepte sont sur 16 bits. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur, l'accès, يعني يكون 8 بيت يكون محسوب مع التيكات بعد الكات سيكل. داخله بس هذيك معروفه بالبروسيسور. البروبليم اللي ما عرفهاش البروفيسور اسكو vous êtes sur une adresse paire ou impaire. هذه تقدر تغير في البروغرام تاعك. مي الانستركسيون اصلا هي معروفه راح يبغى اكسيدي على ميموار. دونك تيكات هذوك الاولين هم داخلين dans le T. En tout cas, on reviendra sur cela par la suite et ça sera chiffré avec des chiffres, etc. au moment opportun. C'est juste un avant-goût de ce qui va être fait plus tard, Inch'Allah. Voilà, donc la chose sur laquelle on va insister quand on va écrire des programmes, notamment pour les TP, le semestre suivant, quand on a des données 16 bits, qu'on veut manipuler, il faut s'assurer que les données 16 bits qui sont déclarées dans la mémoire soient à des adresses paires pour que mon programme s'exécute plus rapidement.
il est impensable de laisser les données 16 bits à des adresses impaires. Pourquoi? Parce que si je prends des données 16 bits et je les laisse en mémoire à des adresses impaires, minimum, c'est toujours plus 4 cycles. Plus 4 cycles. Alors, imaginez, vous êtes dans une boucle où vous refaites la même opération 100 000 fois, 200 000 fois. Alors, si c'est à chaque fois plus 4 cycles machine, vous pouvez voir seulement le fait d'avoir placé ces données à des adresses impaires, qu'est-ce que ça va influencer sur le temps d'exécution du programme. Par rapport à ce que vous avez fait, vous avez placé vos données à des adresses paires. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on tiendra en compte quand on veut écrire des programmes. Et éviter d'écrire les données 16 bits en mémoire à des adresses impaires. Parce que le processeur ne sait pas accéder à ces données 16 bits en un seul accès. Parce qu'elles ne sont pas alignées. Donc, on veillera toujours à mettre les données 16 bits à des adresses paires. Si c'est des données 8 bits, ما كاش مشكل. Pair impair, كيف. Mais les données 16 bits, on veillera à chaque fois qu'on écrit un programme que ces données soient à des adresses paires. Voilà. OK, donc c'est un point qu'on a souligné et qu'on prendra en considération même en deuxième semestre. Avant de terminer le slide, خلينا برك نحيي الإشارة بها اللي درتها باش الأمور تكون واضحة. فوالا نحيها. دونك même هذه نحيها. Je peux faire ça d'un seul coup. Je reviens là. Il y a des petites remarques ici, c'est juste pour vous rappeler les principes que vous avez même fait en cours algo. Quels sont ces principes-là? Donc, remarque, alors, les instructions maintenant, move mémoire, qui move mémoire, c'est une culture générale. Hein? Move mémoire, c'est une instruction haram. Vous n'avez jamais rencontré une instruction pareille. Parce que, أصلاً le processeur n'aime pas la mémoire parce que ثقيلة, lui cause beaucoup de perte de temps. Donc, يقبل qu'un argument soit mémoire, mais il ne يقبل jamais que les deux arguments soient mémoire. Ça veut dire cette instruction va prendre énormément de temps au processeur. Donc, tous les processeurs refusent une telle instruction. Mais quand j'ai des instructions de transfert qui font mémoire et mémoire, ça prend énormément de temps. Donc, c'est une instruction interdite. La même chose si vous prenez l'instruction. C'est culture générale. Move constante règle. Celle-ci également, c'est une instruction interdite, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que celui qui reçoit, ici, c'est constante. Ça veut dire move, ça veut dire transférer ce qui est dans règle, dans un registre, dans une constante. Alors, nous, on sait que la constante, on ne peut jamais la modifier dans un programme, n'est-ce pas? Donc, مستحيل تدي واش كاين في registre تديه constante. ما تقدرش تغير la constante pendant l'exécution d'un programme. OK? Culture générale toujours. Hein? Dans les cours algo, vous avez toujours séparé la notion de constante de la notion de variable. OK? Constante حاجة, variable حاجة. En quoi constante et variable sont communs? Constante et variable peuvent recevoir des valeurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce qui est commun. Ce qui est différent maintenant, c'est que derrière chaque déclaration de variable, il y a un espace en mémoire qui est réservé. Derrière chaque déclaration de variable, il y a un espace mémoire qui est réservé. OK? Ça veut dire chaque variable a son espace qui est réservé en mémoire. On vous a toujours dit que pendant l'exécution d'un programme, vous pouvez changer la valeur de la variable. Et bien sûr, parce que qu'il y a un espace qui est réservé qui peut recevoir cette modification. Par contre, derrière une constante, il n'y a pas de réservation d'espace mémoire. Et donc,
comme il n'y a pas de réservation d'espace mémoire, donc c'est pour ça que la constante ne peut pas changer parce qu'il y a un espace qui peut recevoir cette modification. Et par conséquent, cette instruction est interdite parce que la constante ne peut pas recevoir un registre. Donc, également, c'est une instruction haram. On ne peut jamais la faire. Donc, si c'est haram, c'est encore pire, n'est-ce pas? Transférer le contenu d'une case mémoire vers une constante. Le problème ici, c'est qu'une constante n'a pas d'espace réservé qui peut recevoir le contenu de la mémoire. Donc, également, c'est fou. La même chose que nous avons dit pour move, c'est la même chose pour add. Monsieur, Tout simplement. Oui. monsieur, si par exemple on veut faire l'instruction move mémoire, ça me faudra passer par un intermédiaire. Par un intermédiaire, tout simplement. Donc, tu prends ce qui est dans la première mémoire, tu le mets dans un registre dans le processeur et de ce registre vers la deuxième mémoire, tout simplement. Parce que tous les processeurs n'aiment pas la mémoire, surtout la DRAM. Ça cause beaucoup de pertes de temps. Donc, avoir les deux arguments mémoire, c'est haram. Parce que الدين واش كاين الحلال, كاين المباح وكاين الحرام. Alors, c'est clair. Instruction mémoire, haram. Ça veut dire il ne faut pas toucher. Tout simplement. Voilà, c'est bon? Ok, donc toutes ces écritures, comme je dis ici, sont interdites par le microprocesseur. Ok, alors résumé de ce slide qui est très important. Le processeur donc, est influencé toujours par où sont mes données dans la mémoire. Donc, si les données sont sur 8 bits, les variables sont sur 8 bits, il n'y a aucun problème. Donc, le processeur, comme il peut ramener une donnée 8 bits à une adresse paire, ça coûte le même temps que s'il ramène une donnée 8 bits à une adresse impaire. Donc, le problème ما كانش. المشكل كاين sans les variables en plus d'un seul octet, ça veut dire 16 bits. Et à ce moment-là, ça prend le même temps que quand il va ramener, quand il accède à une donnée 8 bits, comme il accède à une donnée 16 bits, mais à condition qu'elle soit une adresse paire. Pour les données qui sont sur 16 bits à des adresses impaires, là, le processeur il a un problème. Donc, il ne peut pas ramener les deux octets Hadouk qui forment le 16 bits en un seul accès. Donc, il va ramener 8 bits, ça prend 4 cycles, et c'est comptabilisé dans le temps de l'instruction. Plus il revient de nouveau, il ramène le deuxième octet sur, qui va lui coûter également 4 cycles machine. Donc, il faudrait toujours veiller, c'est un conseil, il faut toujours veiller que les données 16 bits soient déclarées à des adresses paires, quitte à sauter un octet dans la mémoire pour placer mes données à des adresses paires. Et on veillera à cela plus tard, Inch'Allah. C'est bon? Pas de questions? Je passe au slide suivant, s'il vous plaît. OK. Alors, le slide suivant également qui a son importance. Je suis dans pratiquement l'avant-dernier slide et on va le terminer, Inch'Allah. Ici, je vais parler d'une autre notion qui touche à tous les cours. Tous les cours. Donc, c'est la notion, vous allez d'ailleurs rencontrer cela dans plusieurs cours, réseau, système d'exploitation, dans beaucoup de cours, vous allez retrouver cette notion. Donc, autant mieux la comprendre aujourd'hui, c'est la notion de ce qu'on appelle l'indianness. Voilà, l'indianness. C'est quoi l'indianness? C'est la représentation des entiers dans la mémoire. Comment les entiers sont représentés dans la mémoire? Donc, s'il vous plaît, ça touche à plusieurs cours. Cette notion est très importante. D'ailleurs, vous pouvez revenir à Google pour encore en apprendre plus. Alors, le mot NDNS est utilisé pour spécifier l'ordre des octets au sein d'un type de données tenant sur plusieurs octets. Par exemple, un int. Un int, ça veut dire un entier stocké en mémoire. Vous savez, maintenant, un entier, s'il est sur 32 bits, donc ça veut dire que c'est 4 octets. Et donc, quand vous l'écrivez en mémoire, comment ces 4 octets, dans quel ordre ils sont écrits dans la mémoire? OK? Je reprends. Vous prenez un entier maintenant sur 32 bits. 32 bits, ça fait 4 octets.
Parce qu'un octet, c'est 8 bits, 8 fois 4, ça fait 32. Donc, un outil sur 32 bits va occuper combien? 4 cases de mémoire sur 8 bits, n'est-ce pas? Qui se suivent. Dans quel ordre sont écrits les octets de cet entier dans la mémoire? C'est ça l'NDNS. Alors, on distingue deux NDNS. Donc, il y a deux NDNS. Il y a ce qu'on appelle le Little Endian, ou il y a le Big Endian. Ah, c'est connu, c'est connu. Alors, ne cherchez pas le français, tout le monde utilise le terme en anglais. Allez Google et vous allez trouver ça. Little Endian et Big Endian. Donc, c'est une notion qui ne concerne pas seulement Archie, s'il vous plaît. Little Endian, ça veut dire quoi? Si je dis ce système travaille en Little Endian, ou là, ce système travaille en Big Endian, qu'est-ce que ceci veut dire? Si un système travaille en Little Endian, ça veut dire que c'est un système, ce système stocke en mémoire les octets de poids faible d'abord d'une donnée multi-octet. Okay, ça veut dire qu'il stocke en mémoire l'octet de poids faible en allant vers l'octet de poids fort. Si on dit Big Endian, ça veut dire que le stockage des données en mémoire va se faire de l'octet de poids fort à l'octet de poids faible. l'NDNS. C'est l'exemple qui va régler le problème. Suivez l'exemple. Exemple. Supposez je veux représenter en mémoire une donnée de 32 bits. Et supposez هذه هي la donnée. هذه هي la donnée. Ah, c'est pour dire hexadécimal, c'est clair. Donc cette donnée, elle est sur 32 bits. Pourquoi? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits hexadécimaux. Et chaque digit est sur 4 bits. 8 fois 4, ça me fait 32. Donc effectivement, je suis sur 32 bits. Supposez, on dit une variable, هذه هي la donnée تاعها. 0. Et comment cette donnée est représentée en mémoire? Donc, si je suis sur une machine qui travaille en Little Endian, voilà ma donnée. Donc, dans la mémoire, vous voyez que c'est l'octet de poids faible d'abord, c'est le 0D. Le 0D, c'est quoi? C'est l'octet de poids faible. Et l'octet de poids fort, c'est 0AH. Donc, la donnée AD va être représentée de cette manière. L'octet bas d'abord, l'octet haut ensuite. Donc, voilà, 0D, 0C, 0B, 0A. Donc, chaque machine qui travaille en Little Endian, c'est comme ça qu'elle représente les données. Voilà. Maintenant, si une machine travaille en Big Endian, et si vous avez une donnée que vous voulez stocker en mémoire, eh bien, cette machine va commencer d'abord à stocker l'octet haut en allant vers l'octet bas. Voyez-vous, 0A à l'adresse A. À l'adresse A plus 1, ça sera 0B. À l'adresse A plus 2, ça sera 0C. À l'adresse A plus 3, ça sera 0D. Donc, de l'octet de poids fort vers l'octet de poids faible. Dans le Little Endian, de l'octet de poids faible vers l'octet de poids fort. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? C'est très, très, très important. Voilà, quand est-ce que le problème se pose? Le problème se pose quand vous voulez lire une donnée. Et vous savez qu'elle est sur 32 bits. Et vous la lisez. Vous devez savoir, vous êtes dans quel NDNS, pour savoir comment ordonner ces octets. Et si vous les ordonnez mal, ça veut dire que vous êtes sur une fausse donnée. Ce n'est pas la donnée réelle. Maintenant, si vous lisez la donnée en Big Endian, donc ça ne sera plus la donnée. Ça sera 0D, 0C, 0B, 0A. 0D, 0C, 0B, 0A. Donc, ça sera une lecture qu'on appelle corrompue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? Monsieur, à quoi sert cette différence? Non, ce n'est pas à quoi sert cette différence. Ça dépend de la nature de la machine. Quelle machine a opté d'une représentation. Moi, je vous rassure d'une chose, que toutes les machines de Intel, elles utilisent le Little Endian, donc vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes sur d'autres machines
tel que IBM ولا حاجة, il faut d'abord savoir quel est l'NDNS de cette machine pour pouvoir écrire et lire les données correctement à partir de la mémoire. Ça, les données qui dépassent 8 bits, parce que 8 bits, on n'a pas de problème. Mais les données qui dépassent 8 bits, il faut savoir comment ils sont ordonnés dans la mémoire. Sinon, vous allez faire de fausses lectures de la mémoire. Okay? Donc, ça dépend de comment une machine donnée travaille. Ce n'est pas un choix de l'utilisateur. Ça vient avec la machine. C'est le constructeur de cette machine a opté pour quel NDNS. Et ça sera cet NDNS pour toute la vie. Monsieur, نعم. جيت تما في البروسيسور اللي رانا نخدموا به. سي باغ اكزومبل تكون عندي دوني سير 16 بيت في ان كاز في ان ادريس بير. تما نورمالمون تكون مقلوبه ميم سي لادريس تاع بير مقلوبه. تما كي نقراها الاولى نديرها في الا ال والاولى نديرها في الا ال والزوجه نديرها في الا ار ولا نقرا ديريكت ا اكس. اوكي الو سويفي موا نعاود نولي لهذا. Et on va prendre une case mémoire لهنا مثلا لهنا. On va supposer هذه كل c'est une case mémoire وهذه كل c'est une seule case mémoire, d'accord? Je suppose هذه كل c'est une case mémoire وهذه كل c'est une case mémoire. تخيلوا عندي la donnée, استنى نشوف. Je fais une zone mémoire comme ça. اصبروا لي دقيقة برك باش. Supposez que ma donnée c'est هذه 1, 2, 3, 4, H. Ok? 1, 2, 3, 4, H. Que je veux stocker en mémoire. Donc si je 3, 4, تعاود 1, 2. Ok, donc si je suis. خلينا نحي هذه معليش نديرها مساكر. هذه خلينا نحي هذه هكذا. كنحب نكتبها à partir d'ici. Ça veut dire à partir d'une adresse paire. En little endian, ça sera 4H, n'est-ce pas? Voilà, j'ai 12H. Bon, vous ne voyez pas, je change par la couleur. Voilà, 12H. 34, 12. Ça, c'est le little endian, n'est-ce pas? L'octet va d'abord, l'octet ensuite. Ça? بس هنا كون ندير موف اكس 00004H هو وحده يقلب. هو وحده يقلب باسكو يسي كي ترافاي اون ليتل انديان زاد معاها. اوكي يسي كي لازم يقلب. سي بون. Voilà, laissez-moi revenir ici, prendre une autre donnée. Maintenant, 8, 9, A, H. هذه لا دوني. وهذه لا دوني 8 9 نزيد تخصني له واحدة. اي فوالا. Et هذه لا دوني je veux cette fois-ci décrire la partie. Tout le monde voit que la donnée est sur 16 bits, n'est-ce pas? Que la donnée est sur 16 bits. Supposez que je vais l'écrire à partir d'une adresse impaire. Ça veut dire هذه وهذه. خلينا نحي وش راح مكتوب لهنا. نحي وش راح مكتوب له. Donc à partir d'une adresse impaire, maintenant. Si c'est en little endian, c'est clair, c'est la même chose. Je vais avoir ABH. ولهنا وش يجيني 9H. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? مسيو قلنا برك لي روجيس اللي يقلبوا وحدهم اوتوماتيكمون واللي ما يقلبوا اللي لازم حنا نقلبوا. ما تقلب والو. ما بين A X والبي X والسي X والدي X. Tous travaillent en little endian. Ça veut dire tous si vous faites maintenant, si vous faites quelque chose comme ça. نخلي الكتيبة برك باش نقدر j'utilise tout l'espace.
كنكتب موف مثلا نيمبورت كال ريجستر AX BX نديرو AX نبدلو شوية ل AX فيرغول ندير 0 0 0 4 H تكلار هذه l'instruction qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au processeur d'aller à la case mémoire 0004H. Pourquoi la case mémoire? Parce qu'il y a les crochets, n'est-ce pas? La case mémoire 0004H, lire son contenu et le charger dans le registre AX. AX est sur 16 bits, n'est-ce pas? Alors, que va recevoir AX à ce moment-là? Que va recevoir AX? 1234. Voilà, donc il يقلب وحده, n'est-ce pas? X reçoit à ce moment-là 1234H. 1234H. Pourquoi? Parce qu'il sait, à l'avance, il sait qu'il travaille en Little Endian. Par contre, si vous êtes sur une autre machine, moi je suis Intel هذا مثلا l'ordinateur IBM ولا حاجة, et vous faites une lecture de كيما هذه هكذا, il va vous donner 3412H. Ok, donc l'NDNS de la machine est quelque chose d'assez important. Sinon, vous êtes en train de lire une donnée erronée, corrompue, tout simplement. Et c'est la même chose ici. Hein. Donc, si j'avais dit 7, si j'avais dit 7, ici, si j'avais dit 7, hop, c'est 7, on colle 7, ça veut dire que je suis en train de chercher une donnée 16 bits à partir de là, n'est-ce pas? Donc, AX, qu'est-ce qu'il va contenir? 89 BH. Le H هذا السيادة. OK. Donc, يدي هذا comme octet bas ou هذا comme octet haut. En d'autres termes, moi j'ai voulu vous sensibiliser sur quelque chose. Comme les cours réseau, cours système d'exploitation, dans beaucoup de cours, même n'importe quel cours, parce que comment lire maintenant mes variables à partir de la mémoire, ça dépend de l'NDNS de la machine, tout simplement. C'est bon? Donc c'est un aspect très important que je termine avec le chapitre. Un dernier mot, s'il vous plaît, un dernier mot sur ce chapitre. Donc, ok, donc ce que je viens de dire, il est là. Hein. Donc, voilà, la connaissance de l'NDNS utilisée dans une machine est très importante. Donc, la connaissance de l'NDNS utilisée dans une machine a une importance capitale lorsqu'on écrit ou on lit des données tenant sur plusieurs octets. Donc, l'NDNS concerne les données qui tiennent sur plusieurs octets. Si c'est un seul octet, dans un fichier en mode binaire. Alors, le maqal qui dit tout simplement un fichier encodé sur une machine Little Endian, supposez un fichier qui a été encodé en Little Endian et qui sera ensuite lu par une machine Big Endian, risquerait d'être corrompu tout simplement. Donc, si les données dans ce fichier dépassent un octet, c'est sûr que votre fichier va être corrompu parce que ce que vous avez écrit, ce n'est pas ce que vous avez lu. Et je termine ce chapitre en donnant un exemple de l'NDNS utilisé dans quelques machines. Donc, voilà une liste de machines qui utilisent le Little Endian. Vous notez que tout ce que nous avons pratiquement comme machines en Algérie, les plus répandues, c'est les Intel x86 et les Intel x86 64 bits. Aucun utilise Little Endian. Donc, sur nos machines, nous n'avons pas de problème. Tous les octets sont inversés dans la mémoire. Monsieur, c'est quoi dit Big Endian? Donc, on est rassuré que sur toutes nos machines qu'on utilise en Algérie pratiquement, donc c'est le Little Endian, donc les octets sont inversés. Et vous avez une autre liste ici, hein, qui sont là. Le Big Endian, voilà quelques machines qui utilisent le Big Endian, le Motorola, le IBM, etc. utilisent le Big Endian. Donc, quand je suis sur le Big Endian,
Les données sont stockées d'abord par l'octet haut, ensuite le suivant jusqu'à aller à l'octet bas. Okay? Donc voilà des machines qui font le contraire de ce que nous avons ici. Vous avez le bi-Indian, ça veut dire que c'est des machines qui peuvent travailler avec les deux indiennes, soit en little, soit en big Indian. Okay? Donc ici, ça dépend qu'est-ce que vous déclarez à la compilation. Ça dépend qu'est-ce que vous déclarez. C'est-à-dire que les machines qui sont là, à la compilation, il y a un paramètre que vous rajoutez pour dire est-ce que vous travaillez avec Little Indian ou bien un Big Indian. Parce que la compilation concerne un programme, n'est-ce pas? Vous allez dire dans la compilation est-ce que ce programme utilise Little Indian ou Big Indian. Et à partir de là, l'exécution va se conformer à votre paramètre de la compilation, tout simplement. Donc les machines qui sont là, qui peuvent utiliser soit le Little Indian, soit le Big Indian, à condition que vous déclarez ça au préalable. Je veux travailler dans ce programme-là avec Little Indian. Et donc, ce sera Little Indian, bien le Big Indian. Par contre, les deux premières colonnes, non, c'est imposé. Ici, Little Indian, si vous allez sur le processeur Intel, rien que Little Indian. Point final. Alors, c'est bien dit, voilà les ordinateurs de type x86 et x86-64, ça veut dire les 64 bits, les plus répandus dans le marché grand public, utilisent l'architecture Little Indian. C'est pour ça que j'ai mis ça en jaune pour le signaler, parce que ça nous concerne. Voilà, donc le chapitre 2 est terminé. Monsieur, où est-ce que x86 Intel x86. Ça veut dire que le 8086 a fait une révolution, n'est-ce pas? Oui. Et donc, à partir du 80, il y a une compatibilité ascendante. On a dit une compatibilité ascendante. Le X, ça veut dire même où on peut avoir le 82, 86, 83, 86. Le moment 86, ok? Ou jusqu'au dernier. Ça veut dire ceux qui ont une compatibilité ascendante. Et ça commence, le premier fichier, c'est le 80-86. Voilà. Ok, merci monsieur. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît avant de clore ce chapitre? Très bien, il est 10h12, on va se rencontrer à 10h30, ça vous convient? Oui, monsieur. Ok, alors 10h30 بحول الله إن شاء الله.